Leroy Merlin, Decathlon, Auchan, Saint-Maclou, Boulanger, quel est le point commun entre toutes ces marques? Elles appartiennent à une seule et même famille, les Mullier. Septième plus grande fortune française, la famille Mullier serait à la tête de la première puissance non cotée française. Et pourtant, Donc j'aime mieux qu'on soit discret qu'indiscret. Ils ont une devise, c'est le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Ils n'aiment pas les journalistes. elle est extrêmement discrète et peu connue. Certains la qualifient même de secte, une secte réunie par le pacte qui institue des obligations pour ses membres et qui verrouille le capital familial par des mécanismes complexes et assez opaques. L'empire est contrôlé mais tentaculaire. 10% des dépenses courantes des Français finiraient dans les entreprises des Mullier qui généreraient 90 milliards d'euros chaque année. Bonjour à tous, c'est Dylan. Pour Actionnaire aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire de la famille Mullier. La vidéo sur les frères Wertheimer vous a beaucoup plu, alors on s'est dit qu'on pouvait vous raconter l'histoire passionnante d'une autre famille d'entrepreneurs français, et peu connue là aussi, les Mullier. Avant tout, je voulais remercier Ramify, avec qui on collabore depuis plus d'1 an maintenant, et que je remercie vraiment, puisqu'il nous accompagne aujourd'hui sur notre nouveau format. J'y reviendrai, mais Ramify en 2 mots, c'est le leader de la gestion pilotée, qui vous permet de laisser des experts s'occuper de vos investissements. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par notre lien en description. Et vous le savez, pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, à commenter, et pour ne rien louper, tout simplement, abonnez-vous pour suivre les prochaines histoires fascinantes du business. Bref, revenons-en aux Mullier. Alors pour vous situer, on est au début des années 1900, dans une ère post-révolution industrielle. Le nord de la France connaît une expansion économique historique à ce moment-là, et d'ailleurs sa capitale, Roubaix, est même devenue l'un des foyers mondiaux de la laine. La ville est rebaptisée la ville aux 1000 cheminées, en référence aux gigantesques usines textiles qui se multiplient, et c'est d'ailleurs l'âge d'or du textile en France. Alors, 2 jeunes époux, Louis Mullier et Marguerite Lestienne, vont en profiter. Pour vous situer, donc, Louis est le fils d'un fabricant de tissus et Marguerite, elle, est issue de la haute bourgeoisie roubaisienne. Et avec les 50 000 francs de la dot conjugale, Louis crée un petit atelier de retordage de laine à Roubaix. Et petit à petit, justement, il va s'associer à d'autres industriels et étendre son réseau localement. Les jeunes époux Mullier auront 11 enfants. Alors, signe du destin pour une famille qui comprend aujourd'hui 700 cousins, les parents de Marguerite étaient membres de la Ligue populaire des pères et mères de familles nombreuses. Les enfants Mullier sont envoyés dans des établissements scolaires religieux plutôt prestigieux. Ils rejoignent d'ailleurs l'Institut textile roubaisien, puis effectuent pour la plupart des expériences professionnelles dans des filatures ou dans des triages de laine. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Louis Mullier est propriétaire de filatures, donc il cherche à montrer à ses enfants ce que font les ouvriers des ateliers. Et donc on retrouve d'un côté Louis et Gérard qui vont se distinguer et développer l'entreprise. Et tout part de leur mariage, puisqu'ils investissent l'héritage reçu par les épouses dans l'industrie familiale. En 1943, ils créent Fildar, qui est un spécialiste de la laine. Il faut savoir qu'à ce moment, ils sont toujours locataires d'ailleurs pour ne pas gaspiller leur argent. Et nous sommes maintenant donc au début des années 50, et Gérard va mener un premier virage sur Fildar. Il lance, et c'est assez innovant pour l'époque, un système de franchise. Donc concrètement, il devient fabricant-distributeur et propose à des commerçants indépendants d'apposer l'enseigne Fildar sur leur devanture. Et ce système de franchise, c'est un double avantage pour lui. D'une part parce que ça nécessite moins d'investissement, et surtout parce que ça permet une expansion plus rapide. Et cette stratégie sera la bonne, puisque peu de temps après, le clan décide de se diversifier vers la lingerie, puis vers les machines à tricoter. Mais il faut savoir qu'à la fin des années 50, l'industrie textile française est en déclin. Gérard Mullier, sur les conseils de son père, va partir aux États-Unis et assister à des séminaires de Bernardo Trujillo, le prophète de la grande distribution. Bon, il faut que je vous fasse une petite parenthèse sur Bernardo, parce que ça vaut le détour. En fait, c'est un Colombien qui étudiait le droit et qui a été employé chez NCR, une société qui commercialise des caisses enregistreuses. Il est surnommé l'Oracle. Il s'impose d'ailleurs comme le représentant de NCR et fait des conférences où il vend ses caisses enregistreuses et au passage, il délivre quelques conseils. Et en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, Bernardo a été très influent puisque de grands noms français sont passés le voir aux États-Unis avant de décoller. Et ce n'est pas rien. On a eu les fondateurs de Darty, Carrefour, Fnac ou encore Conforama. Bref, la liste est longue. Alors Gérard Mullier, il comprend que les supermarchés, c'est l'avenir. Il crée alors, sans permis de construire à ce moment-là, dans une usine désaffectée de Fildar,
le premier magasin Auchan à Roubaix, dans le quartier justement des Hauts-Champs, qui donnera le nom de son magasin. Sauf que le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Son père le fait venir dans son bureau et lui dit « Tu ne gagnes pas encore d'argent. Alors, soit tu n'es pas bon, soit c'est le métier qui n'est pas bon. » Son père va lui laisser 3 ans pour se refaire. À ce moment-là, Gérard a une idée, il va réunir ses collaborateurs et leur annonce que dorénavant, ils ne débattront plus de leurs idées pendant des heures dans les bureaux, mais les testeront directement et rapidement en magasin. Le but, être réactif à la demande et tester le marché pour s'améliorer. Et en parallèle, il va prendre une décision importante puisqu'il va aller voir les fondateurs de Carrefour et Leclerc, rien que ça, Marcel Fournier et Édouard Leclerc, qui comprennent qu'ils doivent s'entraider pour pouvoir fonctionner. Ils vont donc renseigner Gérard qui va prendre 2 décisions hyper importantes. La première, réduire les marges, et puis surtout, faire grandir le volume de quantité vendue. En particulier, et tenez-vous bien, il va réduire les marges sur l'alcool. L'intérêt, il est simple, pousser les hommes à venir en acheter, pour qu'ils puissent ensuite conseiller à leurs femmes de venir faire leurs courses chez Auchan. Alors pour Gérard, au-delà d'avoir trouvé et appliqué la recette miracle, on va dire, la particularité, c'est son altruisme. En fait, du temps de Fildar, il connaissait le nom des 300 salariés et selon une assistante de direction qui l'a côtoyé, il s'intéressait vraiment à eux, était vraiment présent lorsqu'ils étaient malades par exemple. Et cette culture d'entreprise forte pousse les collaborateurs vers le haut. Et ça marche. En quelques mois, les ventes décollent, c'est le début d'une success story et même du règne familial. Là, nous sommes déjà aux années 60, la famille s'étend, d'abord en 64, puisque les garçons vont faire entrer leur sœur au capital de l'entreprise. Alors, on est au début des années 60, c'est pas vraiment du féminisme avant l'heure, on va dire, mais simplement il fallait offrir des dots, et la famille ne voulait pas céder d'actifs. C'est donc le bon compromis, et ensuite les conjoints sont acceptés dans le but d'assurer une transmission de l'empire. En parallèle, un tournant majeur se profile, une crise du textile s'abat en France à ce moment-là, la seconde on va dire, et notamment dans les régions du Nord, à cause de l'arrivée de la concurrence étrangère. La famille va donc chercher à se diversifier et elle sent bien que la grande distribution peut être étendue à d'autres secteurs que l'alimentaire. Alors pour l'anecdote, alors que les concurrents comme Carrefour se sont d'abord développés à l'international, les muliers font le choix d'étendre leurs activités plutôt que de s'exporter à l'étranger. Et en fait, tout simplement parce que Gérard avait peur de l'avion, et je vous assure que c'est pas une blague, c'est lui-même qui l'a déclaré. Bref, donc on a d'abord Gonzague qui fonde Saint-Maclou en 63, puis alors après la famille crée des entreprises à l'appel. Noroto en 70, Pimki en 71, Kiabi, Kiloutou, Alinéa, Jules, toutes ces entreprises trouvent des synergies entre elles. Par exemple en 71, quand les muliers ouvrent leur premier flunch, le but est de proposer un déjeuner le midi aux clients du centre commercial pour les faire rester plus longtemps et augmenter leur panier moyen. Alors vous l'aurez compris, toutes ces entreprises que l'on connaît tous aujourd'hui ont été créées par des membres muliers. Certains ont été déterminants, comme Michel Leclerc. Pour la petite histoire, Michel Leclerc, c'est un cousin de Gérard Mullier. Il a été salarié du premier magasin Auchan en tant que boucher. Il a progressivement gravi les échelons et en 75, il décide de lancer un concept qui est unique en France à ce moment-là. C'est équiper sous un même toit, au meilleur prix, tous les sportifs, du débutant au passionné. Et vous me voyez venir, 10 sports principaux sont représentés dans le magasin. Il décide donc de l'appeler Décathlon, et à ce moment-là, un géant français du sport est né. Et en fait, cet exemple illustre bien l'un des ingrédients de Mullier, c'est la culture d'entreprise. L'ascenseur social existe vraiment dans cet écosystème et il est très valorisé. Un ancien directeur d'hypermarché cité par Bertrand Gobin, qui est auteur de La face cachée de l'Empire Mullier, l'explique. Quand on est chez Auchan, on vit totalement Auchan, on est piqué le matin quand on arrive, on est piqué le soir quand on repart. Et en fait, on n'envisage même pas de vie professionnelle en dehors. Gérard Mullier a instauré ce qui fera partie de cette culture d'entreprise hors du commun, la confiance aux gens du terrain, qui commencent d'en bas, qui gravissent les échelons progressivement, comme Michel Leclerc, plutôt que les cadres d'ailleurs qui ont fait de longues études. Et selon Gérard d'ailleurs, plus on est haut dans la hiérarchie, plus il faut écouter ceux qui sont proches des clients. Et c'est aussi une façon pour les muliers de ne pas recruter de potentiels contre-pouvoirs. Le clan veut éviter de recruter du personnel plus diplômé qui se refuse parfois à faire des tâches besogneuses. L'un des frères de Gérard déclarait que tout au long de sa carrière, mon frère va pouvoir s'appuyer sur une équipe de proches collaborateurs lui étant totalement dévoués. Tels des chiens fidèles, ils étaient avec lui à la vie, à la mort. Alors en parallèle, l'entreprise met la main sur des magasins prometteurs. Parmi eux, vous le connaissez tous, Leroy Merlin, qui comptait 33 magasins quand les muliers entrent au capital en 79, ou encore Boulanger. La recette est la même. Les muliers agrandissent les surfaces et délocalisent ces magasins en banlieue, souvent dans des domaines appartenant à Citrus,
C'est une société foncière du groupe Auchan. Et oui, parce que le groupe est déjà énorme, autant en profiter. Leurs enseignes sont regroupées au même endroit avec des parkings communs. Et le but, il est clair, permettre aux Français de s'approvisionner en quelques heures au même endroit. Bon, il n'y a pas que la France dans la vie et les Mullier l'ont bien compris. Ils sont passés outre la peur de l'avion de Gérard Mullier et se sont donc exportés à l'international, notamment en Russie, où ils entretiennent une activité immense. Ils seraient tout simplement devenus le premier employeur étranger du pays. Rien que ça. Mais vous vous en doutez, si un héritage à 3 enfants, c'est déjà parfois difficile à gérer, un groupe familial de plus de 700 associés, alors on parle aujourd'hui de 700 cousins, nécessite une organisation millimétrée. Et pour vous en parler, il faut que je vous présente l'AFM, l'Association familiale Mullier. On en profite pour vous parler de notre partenaire Ramify qui vous permet justement de mieux gérer votre patrimoine et vos investissements. Pour ceux qui ne connaissent pas Ramify, c'est une entreprise française qui démocratise la gestion de patrimoine. Elle a été fondée par Olivier Herbout, ex-portfolio manager chez Goldman Sachs, et Sami Wardini, un ancien de la maison Oliver Wyman, cabinet de conseil spécialiste de l'industrie financière. Ils offrent des services que l'on peut avoir chez les plus grands gérants, de la sélection d'actifs diversifiés, des ETF, des fonds, des cryptos, à la répartition fiscalement optimisée. En clair, Ramify convient à ceux qui veulent investir en étant accompagnés et surtout sans se prendre la tête. Vous décidez d'un niveau de risque, vous fixez vos objectifs, puis Ramify s'occupe de tout. C'est ce qu'on appelle de la gestion pilotée, puisque nos fonds sont gérés par l'entreprise. Ramify propose donc plusieurs produits et services. Assurance vie, PER, livret d'épargne, SCPI, private equity, l'art, etc. De la défiscalisation, concrètement, Ramify vous aide à optimiser votre fiscalité en quelques clics grâce à leur outil boosté à l'IA. Et plus que tout, Ramify est très proche de ses clients. Concrètement, vous pouvez parler à un de leurs conseillers très facilement. Il vous suffit de vous connecter dans votre espace et de cliquer sur un bouton. Même si vous n'avez que 1 000 € à investir, Ramify vous accordera le temps qu'il faudra pour vous aiguiller dans vos projets d'investissement. Bref, en clair, Ramify veut moderniser la gestion de patrimoine avec des solutions sur mesure en mettant la tech au centre de sa stratégie. Pour y arriver, l'entreprise a levé 11 millions d'euros en juin 2024 lors de son dernier tour de table et est soutenue par des mastodontes comme Fidelity, Newfound et AG2R. En ce moment, si vous signez un contrat chez eux dans les 30 prochains jours, profitez de 3 mois de frais de gestion offerts pour toute souscription en assurance vie, PER ou Private Equity et d'une remise de 1% du montant souscrit sur vos investissements en SCPI, art ou crowdfunding immobilier. Et pour vous inscrire sur Ramify, passez par le lien en description. Alors, il faut qu'on remonte un petit peu. On est en février 55 à Ostende, sur la côte belge. Les parents Mullier, Louis et Marguerite, sont décédés 3 ans plus tôt et leurs fils veulent aller au-delà de la transmission de patrimoine classique et veulent créer une communauté actionnariale. 5 d'entre eux, Louis, Gérard, Ignace, Henri et Francis, se réunissent donc au Grand Hôtel Thermae Palace. Des petits-fils et des conseillers extérieurs triés sur le volet sont aussi de la partie. En fait, à ce moment-là, un conseil de gérance est créé, un pacte nommé « Tous dans tout » est signé. Et c'est tout simplement la naissance de l'association familiale Mullier, l'AFM. Son but, c'est d'assurer la succession de Louis Mullier, donc de maintenir et répartir équitablement le patrimoine entre ses 11 héritiers. Mais surtout, verrouiller les portes. Selon une enquête du Monde, le pacte d'actionnaires de l'AFM stipule que seuls les descendants de Louis et Marguerite Mullier-Létienne peuvent détenir des titres de la société de la famille. C'est pourquoi aucune des entreprises des Mullier n'est cotée en bourse. Je suis toujours opposé à ce que la famille Mullier cote des entreprises en bourse. Parce que le danger quand une entreprise familiale est cotée en bourse, familiale ou pas, c'est que l'objectif, ce n'est plus l'objet social de la société, mais c'est le regard qu'on porte sur le CAC, le CAC 40 qui sort tous les jours pour voir si l'entreprise se vend plus cher ou moins cher. Et donc on fait du court terme et des mensonges parfois pour faire monter le cours ou pour rattraper des descentes au lieu de s'occuper du client, du personnel et de l'environnement. Ce pacte d'actionnaires qui verrouille le capital des Mullier serait complexe et mélangerait des sociétés détenues par les membres de la famille et des holdings qui gèrent les enseignes. D'une infinie complexité et en évolution perpétuelle, l'architecture juridico-financière de l'Empire est un cas unique dans le monde des affaires.
Elle garantit aux Mulliers indépendance et discrétion, de même qu'elle leur procure un cadre fiscal des plus avantageux selon Bertrand Gobain. Une chose est simple par contre, le groupe se tient à l'écart des investissements extérieurs. Et le pacte régit aussi le fonctionnement des entreprises de ce qui sera appelé la galaxie Mullier. Par exemple, l'endettement excessif est interdit. Selon les mots de Gérard Mullier lui-même, à l'origine de ce principe, il dit « N'acceptez jamais de la banque ce qu'elle a envie de vous prêter, sinon c'est elle qui se retrouve aux commandes de l'entreprise. » Alors tous les ans, en juillet, une sorte de bourse interne est ouverte. Alors en fait, le but, c'est de permettre à tous les membres Mullier de revendre ou d'acheter les actions. Et pour fluidifier le tout, il y a même une caisse de rachat qui a été créée. Mais comme dans tout groupe, un noyau dur actionnarial, le comité Market, se réunit en amont de ces assemblées de l'AFM pour agir de concert et influencer le sens des décisions de l'Empire. Et pour orchestrer le tout, un conseil de gérance est élu tous les 4 ans. Cette direction du clan possède un droit de veto sur les ventes et rachats d'actions. Le but, c'est tout simplement d'éviter qu'un membre devienne trop puissant. Mais la famille a conscience que la consanguinité n'est pas la meilleure option pour l'opérationnel. Elle a donc décidé de lancer une gouvernance particulière. Aujourd'hui, chaque entreprise de la famille est dirigée par un directeur général qui est recruté en externe et un président non exécutif qui, lui, par contre, est bien un membre de la famille Mullier qui va veiller au respect des valeurs familiales. Bref, vous l'avez compris, le capital est verrouillé mais bien organisé. Pourtant, ça ne suffit pas. Il faut réunir les membres et les souder. On parle de famille, mais en réalité, les 700 ne se connaissent pas tous personnellement. Et pour les Mullier, il n'est pas question de suivre la traditionnelle malédiction du capitalisme familial. Vous la connaissez, la première génération crée, la deuxième gère et la troisième tue. Parce que selon eux, sans union, leur groupe est voué à sa perte. Alors les Mullier ont mis en place plusieurs mécanismes pour ça. D'abord, tout le monde ne peut pas entrer au capital. L'adhésion à l'AFM n'est pas automatique. Il faut se montrer irréprochable avant d'y candidater et notamment passer par une petite formation sur les fondamentaux de l'Empire. Alors, chaque membre passe un week-end d'intégration, est coopté lors d'une assemblée générale, d'ailleurs par applaudissement des cousins. Alors oui, certains peuvent voir ces pratiques comme un peu sectaires, mais une fois qu'on y est rentré, certains rites doivent être respectés. Par exemple, ils ont développé leur propre vocabulaire et leur code. On parle d'écosystème et pas de groupe, les conjoints sont des valeurs ajoutées et pas des pièces rapportées. Et pour renforcer cette unité, un family office, Mobilis, a été créé. Il gère des dizaines de milliards d'euros d'actifs et emploie une centaine de personnes, ce qui en ferait la plus importante structure de ce type en Europe. Alors pour rappel, un family office, c'est une structure qui est dédiée à la gestion du patrimoine des familles fortunées. Mais en réalité, c'est plus large que juste une gestion d'actifs ou de fortune. En fait, Mobilis est divisé en plusieurs sous-équipes, dont la partie gestion qui optimise la trésorerie du clan, ou la partie relation clientèle qui apporte l'assistance juridique et financière aux Mulliers qui le souhaitent. D'ailleurs, petite parenthèse, les clients du Family Office, donc les Mulliers, sont identifiés non pas par leur prénom et nom, mais par un système de code. Et cette cellule relation clientèle a été créée pour favoriser les échanges entre les Mulliers et inciter les jeunes à entreprendre. Des cursus sont organisés pour permettre aux jeunes de passer plusieurs jours avec des dirigeants dans le but de transmettre la flamme entrepreneuriale. Et quand un membre souhaite se lancer, il bénéficie des conseils de juristes, financiers et experts en tout genre, de ses cousins. Mais au passage, la transmission, c'est tout un art chez les Mulliers. Ils ont de vraies formations pour transmettre le flambeau. Par exemple, il leur est conseillé de ne pas prendre leur fils pour successeur dans leurs entreprises, mais plutôt leur neveu. Le but, éviter tout conflit familial avec l'envie de tuer le père, entre guillemets, qui ferait courir un risque pour l'entreprise et donc pour l'Empire. Une autre cellule importante pour souder les équipes, c'est la division Affectio, qui s'occupe de l'Affectio Societatis. Alors littéralement, Affectio Societatis, ça veut dire une intention de collaborer à la réalisation d'un objet. Et cette cellule, elle emploierait 10 personnes à temps plein, qui a pour unique rôle de favoriser l'unité des Mulliers. Elle organise notamment des assemblées générales où les membres dînent, boivent, chantent et font des soirées à thème ou encore des voyages à l'étranger. Autre particularité des Mulliers, leur sobriété. Alors s'ils ne sont pas du genre à être show-off, la famille entretient ce qu'elle considère être un rapport sain à l'argent. Hors de question de flamber, les enfants sont invités d'ailleurs à travailler le plus rapidement possible, tout simplement pour ne pas avoir le temps de dépenser. Les locaux de l'AFM seraient très sobres, les membres voyagent en transport en commun et s'habillent dans les enseignes du groupe. Bref, selon le patron de l'association, cette sobriété leur permet d'être proches du peuple, qui sont leurs clients. Bon, la petite anecdote, un héritier
Dassault, autre grande famille française, est venu rendre visite aux Mullier. Et à la fin, un membre lui propose de le raccompagner au métro, ce à quoi l'héritier Dassault a répondu qu'il n'avait tout simplement jamais pris de transport en commun. Ce n'était pas vraiment dans les pratiques des Mullier. Dans le même genre, en 86, les enfants de Gérard lui ont offert une grosse Mercedes qu'il a carrément refusé pour éviter de payer trop de carburant, mais surtout, étant en quelque sorte à la tête du clan, il voulait placer la barre pas trop haute en réalité, en roulant dans des voitures de classe moyenne. Et cette organisation millimétrée, elle a permis au clan Mullier d'étendre son empire sans perdre ses valeurs. Année après année, l'empire s'est étendu, intégrant ou créant de nouvelles marques, en s'exportant à l'étranger, mais récemment, le vent a tourné. Ces dernières années, les faillites des enseignes de prêt-à-porter se sont multipliées. Gap France, Don't Call Me Jennifer, Caporal ou encore Koukaï ont fait face à des procédures collectives. La famille Mullier n'a pas échappé à cette crise et a été contrainte de céder Fildar, Pimki ou encore Grain de Malice. La FM a donc décidé de se recentrer sur leurs marques phares du textile comme Jules et Rouge-Gorge, aujourd'hui le numéro 2 de la lingerie en termes de part de marché. Et les Mullier eux-mêmes ont été touchés ces dernières années, ils ont été mis en examen dans une enquête sur des soupçons de fraude fiscale. Alors de quoi on parle? Comme je vous le disais plus tôt, le pacte d'actionnaires de la Galaxie Mullier organise une structure très complexe, où les sociétés civiles détenues par la famille se mélangent avec les holdings gérant les enseignes. Concrètement, les Mullier ont été accusés de mettre en place des prêts très élevés, sans écrit, sans intérêt, par des structures du groupe à des sociétés étrangères détenues par la famille. Le but, il est clair, c'est faire artificiellement sortir de l'argent de France pour minorer l'imposition. Alors, les poursuites ont depuis été abandonnées, mais la presse continue de pointer du doigt les pratiques, disons, grise du groupe. Concrètement, beaucoup de membres de la famille auraient émigré en Belgique. En fait, on y trouve un régime fiscal plus favorable sur les plus-values de cession des valeurs mobilières. Et pour l'anecdote, ces pratiques, elles auraient été héritées. Dès les années 30, alors que ces affaires se développent, Louis Mullier, donc vous vous rappelez, c'est le premier de la dynastie, grand catholique, va voir un évêque et l'interroge au sujet des impôts. Et là, ça m'a surpris, le cardinal lui aurait alors répondu que frauder le fisc n'est pas péché, puisqu'il s'agirait d'une compensation pour les spoliations dont le clergé a été victime après les lois de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Bref, Louis le prend comme un feu vert. Mais face aux vagues, les Mullier sont réputés pour savoir faire bloc. Par exemple, en 2020, alors que le Covid avait mis à terre les enseignes de l'Empire Mullier, quand le patron Barthélemy Guillain a annoncé la suspension du versement des dividendes, personne n'a contesté. L'intérêt supérieur de la nation Mullier l'emporte toujours, selon Bertrand Gobain, qui explique: ils sont tous sur le même bateau et se serrent les coudes. Ils sont à la fois catholiques, communistes et on pourrait presque dire mafieux. Alors aujourd'hui, la FM, c'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 salariés, des participations dans 50 enseignes, par exemple 84% d'Auchan ou encore 85% de Saint-Maclou. Mais ça, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et oui, parce que les Mullier sont discrets sur leur quotidien, mais aussi sur leurs affaires. Selon Bertrand Gobain, il serait au capital d'Alibaba, le géant du e-commerce chinois, via un fonds qu'ils codétiennent. Alors, selon lui, ils se sont engagés à le garder secret, et ça aurait même été caché en interne à la plupart des membres de la famille. En réalité, et moi, ça me paraît fou, 10% des dépenses courantes des Français atterriraient dans les entreprises des Mullier. Alors, tenez-vous bien, la Galaxie Mullier est donc la première puissance non cotée française. Mais à la fin 2024, les Mullier ont fait parler d'eux. Tout simplement parce que Decathlon a annoncé verser 1 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires pour l'année écoulée, alors que dans une autre enseigne des Mullier, chez Auchan, 2400 emplois étaient menacés. Pourtant, dans une intervention de 2014, Gérard Mullier pointait du doigt les rémunérations XXL des grands capitalistes qu'il estime être une triple erreur qui revient à prendre l'argent des consommateurs, à le rendre jaloux quand même et à éloigner le dirigeant de la réalité. Fabien Derville, le président de l'enseigne de sport Decathlon, l'explique. Selon lui, cette somme sera réinjectée dans le groupe et permettra de faire prospérer l'empire. J'espère que cette vidéo sur la famille Mullier vous a plu, que l'histoire vous a fasciné autant que nous. Et à nouveau, on remercie Ramify, donc le leader de la gestion pilotée. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter si la vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode.